Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h. Les titres. Les Maliens n'ont plus accès au réseau Facebook depuis hier après-midi. Certains expliquent cela par la contestation du référendum prévu le 9 juillet prochain, car la plupart des mobilisations sont faites à partir des réseaux sociaux. Vous les entendrez dans ce journal. Les activités de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement se poursuivent à travers le Mali. Le ministre en charge de l'environnement a effectué une visite de terrain à la société Rangol au niveau de la mine de Loulou pour s'assurer du respect des normes environnementales. Et puis la douane malienne vient de saisir 10,5 kg d'héroïne à une jeune dame malawite en provenance d'Addis Abeba. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 260 millions de francs CFA. Voilà pour le sommaire de cette édition. Hier, mardi 13 juin 2017, aux environs de 13h, les utilisateurs des réseaux sociaux au Mali ont constaté une interruption. Cela a été senti sur le Facebook qui est le plus utilisé au Mali. Certains expliquent cela par la contestation du référendum prévu le 9 juillet prochain, car la plupart des mobilisations sont faites à partir des réseaux sociaux. Écoutons les réactions de quelques Bamakois. Ils sont au micro d'Étienne Niari. C'est devenu une habitude pour moi de me connecter à chaque fois. Donc, lorsqu'il n'y a pas de connexion, c'est comme il y a quelque chose qui me manque, quoi. Nous savons tous que l'éthique nous permet aussi de s'informer plus. En tant qu'étudiant, il faut qu'on s'informe pour qu'on puisse aller de l'avant dans les études. En réalité, ça m'a beaucoup touché parce que c'est sur ce réseau qu'on a beaucoup d'informations sur les événements qui se passent actuellement dans nos pays. Ça m'a beaucoup touché. Je dirais que c'était pas une très bonne idée de faire ceci parce que les réseaux sociaux n'ont pas seulement des moyens de communication ou d'amusement. Souvent, ça nous aide aussi en tant qu'étudiants. Non, ça joue beaucoup sur moi, quoi. C'est ça. C'est décevant de la part de nos autorités. On remarque chaque fois tellement que nos autorités, je ne sais pas, ils ont peur ou bien c'est ce qui se passe. Chaque fois-ci, ils attendent qu'il y a des mouvements qui s'organisent. Ils vont essayer de nous faire interrompre par les réseaux sociaux. Voilà donc pour le moment, le ministère de l'économie numérique et de la communication n'a pas voulu faire de commentaires sur ce réseau social. S'assurer du respect des normes environnementales par la société Rangol au niveau de la mine de Loulou, c'est donc le but d'une visite de terrain effectuée par le ministre en charge de l'environnement et le réseau des journalistes pour l'environnement. L'activité rentre dans le cadre de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement. Suivant ce dossier de notre envoyé spécial Dado Nomogo. L'exploitation minière impose l'utilisation des substances chimiques telles que le cyanure et le mercure. Ces produits mal contrôlés peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'homme et son environnement. Pour minimiser ces risques, des normes nationales et internationales régissent le secteur minier, des normes auxquelles la société minière de Loulou, Somilo, a adhéré depuis sa création, selon les explications du directeur du département environnemental, Moussa Kanti. La mine est certifiée ISO 14001, qui est un système de certification du système de management de l'environnement de la mine. Pour résumer, en fait, c'est un système qui exige à ce que toutes les tâches de la mine soient identifiées et les impacts que ça peut avoir sur l'environnement soient évalués et que à chaque fois que ces impacts-là sont jugés significatifs, on est obligé de développer des actions, des programmes pour gérer ces impacts-là. Taïrou Balo, directeur général du complexe minier Loulou Kungoto. En tant que société citoyenne, on a d'abord l'obligation de se conformer par rapport aux exigences et aux lois maliennes en ce qui concerne l'environnement. Et ça, c'est le premier aspect. Et tout ce qui concerne la législation, tout ce qui concerne les pratiques environnementales du Mali sont en priorité les premières lois sur lesquelles nous nous basons pour procéder à la gestion environnementale. L'eau qui demeure une des sources de contamination au niveau des mines, sa gestion doit nécessiter une vigilance particulière. Qu'en est-il au niveau de Somilo? Taïrou Balo, directeur
directeur général du complexe minier Loulou Kungoto. L'eau que nous utilisons ici, au départ c'est de l'eau qu'on a tirée de la Falémé. On essaie de minimiser notre emprunt externe de l'eau. C'est-à-dire qu'on a un circuit fermé de l'usine. L'eau qui rentre, effectivement, est recirculée à l'intérieur du circuit pour réduire l'impact que nous. Mais au-delà de ça, c'est que quand vous voyez même l'eau, certes, il y a des eaux qui peuvent échapper, qui peuvent peut-être avoir des produits, comme on le dit, qui sont déposés au bassin à bout. Il y a peut-être des produits un peu comme la cyanure et tout ça. Mais le fait qu'il y a d'abord ce bassin à bout permet quand même une certaine évaporation qui permet de dissocier un peu, de dissoudre le cyanure. Beaucoup d'efforts sont faits en matière d'environnement et vis-à-vis des populations par Somilo. Ce sont les mots de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable après la visite. Madame Keita Aïdambo. Nous sommes aujourd'hui à Loulou, nous avons fait des visites. Nous avons compris d'abord comment la mine marche en tant que telle et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment en matière d'environnement, mais également vis-à-vis des populations parce que pour parler de génération de revenus, il faut accompagner les populations. La mine fait son exploitation, mais elle l'accompagne. Cette visite à Somilo est une initiative du réseau des journalistes pour l'environnement. Elle rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation dénommée Quinzaine de l'environnement. Voilà, parlons donc toujours de la quinzaine de l'environnement. Le secrétariat de concertation des ONG maliennes, SECO-ONG, a tenu hier une conférence au débat en toile de fond la problématique des terres cultivables au Mali. Durant une heure d'horloge, le conférencier a développé le thème « Affectation des terres, place des pratiques agricoles pour un environnement protégé ». Pour plus de détails, écoutons Omori Moussa Konate. Il est le directeur exécutif du SECO-ONG. Il est au micro de Dada Nomogo. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème de l'affectation des terres, qui est un thème primordial pour nos populations à la base, c'est-à-dire nos communautés paysannes. Vous savez, le fait de défricher énormément de terres pour les besoins de culture contribue tout simplement à, comme on le dit, majorer les effets des changements climatiques. C'est-à-dire dans ce sens que non seulement nous découvrons la terre, nous coupons la forêt, nous faisons en sorte que nous utilisons énormément de terres qui doivent nous protéger. Alors l'affectation des terres, c'est tout simplement un thème qui permet comment, utiliser la terre de façon rationnelle pour couvrir les besoins sans dépasser le taux de défrichement souhaité. Le Mali regorge encore d'énormes potentialités, mais faisons attention. La tendance que nous avons aujourd'hui est une tendance que tout le monde reconnaît qui va vers la dégradation de nos terres. C'est une tendance qui est observée un peu partout. Adoptons tout simplement des techniques appropriées pour faire en sorte que notre besoin en terre, tout simplement, en défrichement de terre, en terre nouvelle pour les cultures, autres besoins humains, soit minimisé le maximum possible. Donc, ça veut dire que l'état de l'environnement par rapport à l'utilisation des terres, elle est très mauvaise. L'état de l'environnement dans les autres domaines, la conservation de la biodiversité, dans le cadre de la pollution, dans le cadre de l'assainissement, est tel, vous-même vous le vivez, tout le monde le vit. Et cet état est tellement mauvais qu'on craint un peu que nous soyons les plus grandes victimes des effets des changements climatiques. Restons toujours dans le cadre d'hygiène. En cette période d'hivernage, on constate la multiplication de certains insectes, notamment les mouches et moustiques. Notre reporter Fanta Diakité est donc allé faire un tour ce matin à la division hygiène publique et salubrité à la Direction nationale de la santé. Elle nous fait le point. La prolifération des mouches et des moustiques est due non seulement à l'insalubrité de notre cadre de vie, mais aussi à l'hivernage. Gaussou Keita, chef de division hygiène publique et salubrité à la Direction nationale de la santé. Quand il y a les eaux de pluie, s'ils n'ont pas de passage au niveau de la ville, les eaux vont stagner. Donc ceci va constituer des gîtes larvaires qui vont faciliter le développement des vecteurs de toutes sortes, y compris les mouches, les moustiques et d'autres nuisibles. Donc il est important également que les populations prennent conscience de cette situation et chacun à son niveau doit assainir son cadre de vie, notamment les maisons à usage d'habitation ainsi que l'air alentour. Mais ce qui relève du domaine public, ça c'est les municipalités qui doivent s'occuper de cela, mais ils vont être appuyés sur le plan technique et conseillés également sur le même plan
par les différents services techniques. De plus, ces insectes provoquent certaines maladies telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques. Si nous prenons les moustiques, c'est le paludisme qui est la première cause de consultation. Ils peuvent provoquer également la fièvre jaune. Un atelier régional sur l'appropriation et l'identification de cibles des objectifs de développement durable a démarré hier à Ségou. Il s'agit pendant 3 jours de travaux d'établir en fonction des réalités de la région de Ségou une liste de cibles prioritaires financée par le gouvernement du Mali et les Nations Unies à travers PNUD. Cet atelier regroupe plus d'une centaine de participants venus de tous les cercles de la région de Ségou. Écoutons Modibo Traoré. Il est chef de la mission qui conduit l'atelier. Il nous donne d'autres détails au micro de Douba Dambélé. Ségou est la 3e étape d'un processus que nous avons commencé au niveau de l'ensemble des régions. L'objectif, c'est quoi? C'est non seulement de faire une restitution des ODD, les objectifs du développement durable, et comme vous le savez, ces objectifs ont été adoptés par l'ensemble des pays du monde. Donc, il s'agit de restituer au niveau de nos collectivités régions, des collectivités certes, et également au niveau des directions régionales des services techniques du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que les ODD? Les gens ont entendu parler des ODD à la radio, à la télé, mais ils n'ont pas souvent eu l'opportunité de discuter concrètement du contenu de ces ODD-là. Qu'est-ce que ça renferme? Quelles sont les cibles? Qu'est-ce qui est adaptable à nos conditions, à nous? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il est important que nous ayons les mêmes objectifs pour que, à l'horizon 2030, nous puissions avoir une planète avec moins d'injustice sociale, une planète avec moins de risques de réchauffement climatique, moins de risques de pollution, une planète qui soit en meilleure santé par rapport à toutes ces activités que l'homme mène sur la Terre. Le lait malien n'est pas consommé. C'est le triste constat dressé par les acteurs de la filière qui sonnent la mobilisation générale pour la valorisation du lait cru local. Ils demandent à l'État malien de leur permettre d'avoir une usine de transformation de lait et des cadres d'échange permanents sur l'élevage. Reportage Mamadou Kane. Ce sont des dizaines de milliards de francs CFA que l'État malien investit chaque année dans l'importation du lait selon les acteurs du secteur. Une situation critique selon Moussa Diabaté, président de l'ONG Conseil Accompagnement des Initiatives de Base, Cab Demessou. Le commerce de lait en poudre et produits laitiers, c'est pire que le commerce de la drogue. Et aujourd'hui, nous avons des chiffres qui ne sont pas très officiels parce que nul ne peut maîtriser ce trafic. Donc nous avons des trucs de 35 milliards. Imaginez-vous de 2008 à aujourd'hui où on parlait de 16 milliards, aujourd'hui nous sommes à 35 milliards. S'ajoute à la problématique du lait importé les difficultés internes. Moussa Diabaté. Il y a Malais qui prend une partie du lait local à un prix de 400 francs, a décidé unilatéralement de réduire ce prix de 50 francs. Et du coup, ça a fait un tollé et les acteurs se sont mis ensemble pour essayer de se concerter afin que ce prix de 400 francs même qui n'était pas rémunérateur ne soit pas touché. Ça a porté déjà un premier fruit parce que Malais a fait vraiment une petite trêve de 2 mois jusqu'au 1er août, donc il va maintenir le prix du lait. Plusieurs propositions sont déjà sur la table pour la valorisation du secteur. Aboubakar Ba, président de la Fédération Bétail Viande du Mali. C'est le seul produit dont nous pouvons fixer le prix. Le seul pour l'élevage est la banque du pays pauvre. C'est dans ça que nous thésaurisons. Donc il est essentiel que les autorités aient une vraie politique de l'élevage. C'est essentiel. Moi, le message que je lance, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait la journée de l'élevage. Il faudrait qu'il y ait des réflexions sur l'élevage, les différents produits de l'élevage. Tous ces pays qui sont autour du Mali vivent de l'élevage du Mali. En quoi ça nous sert? Les acteurs du secteur de l'élevage comptent puiser dans leurs réserves pour convaincre les autorités de soutenir leurs initiatives. 10,5 kg d'héroïne avec emballage. C'est la quantité de drogue saisie par la douane malienne. Cette quantité a une valeur marchande de 260 millions de francs CFA. En plus de la douane, il y a eu le concours de l'Office central des stupéfiants. C'est d'ailleurs cette structure qui continue avec le reste de l'enquête avec la jeune dame arrêtée en provenance du Malawi. On fait le point avec Kassim Traoré.
C'est sur une femme malawite en provenance d'Addis Abeba que les 10,5 kg d'héroïne ont été saisis. Immédiatement, la douane a informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 6, Boubacar Sidiki Samake. Effectivement, les services de la douane ont saisi plusieurs kilos d'héroïne à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako-Sénou. La douane a également commencé déjà à passer la main à l'office central des stupéfiants. On m'indique la quantité, je pense que ça va certainement se chiffrer en centaines de millions. À l'office central des stupéfiants, on estime la valeur marchande de la drogue saisie à 260 millions de francs CFA. C'est aussi un trafic international à haut risque. L'héroïne, au terme de la loi, est considérée comme étant une drogue à haut risque. Et dans le cas d'espèces, puisque c'est une quantité, et donc cela veut dire que ce sont des peines criminelles qui sont applicables au terme de la loi. Donc ça peut être puni de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Le trafic d'une telle quantité de drogue est une menace qui va au-delà des conséquences sanitaires. C'est un problème de prophylaxie sociale déjà qui est là, et même de santé mentale. Et ensuite, il y a d'autres types d'infractions comme les infractions de blanchiment de capitaux, de corruption et toute la criminalité organisée qui tourne autour du trafic de drogue qui font que c'est véritablement, surtout pour qui connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est véritablement une menace pour nous. Pour faire face à ces fléaux, les différentes structures évoluant dans le domaine travaillent en parfaite harmonie. L'actualité hors de chez nous à présent, au Niger, près d'une centaine de personnes viennent d'échapper à la mort. Elles ont été secourues en plein désert par une patrouille militaire. Elles cherchaient à se rendre en Libye avant de tenter la traversée vers l'Europe. Ces migrants, en majorité des femmes et des enfants, sont des ressortissants ouest-africains du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Selon le chef de l'antenne de la Croix-Rouge nigérienne, elles avaient été laissées à leur sort sans eau ni nourriture. Ils ont donc finalement été placés entre les mains de l'Organisation internationale pour les migrations, session de Dirkou. L'état d'urgence en vigueur en Tunisie depuis un an et demi à la suite d'une série d'attentats djihadistes sanglants a été prolongé de 4 mois, a annoncé ce mercredi la présidence. À noter que l'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet également l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre ou encore l'adoption des mesures pour assurer le contrôle de la presse. Retour à l'actualité nationale. La journée mondiale du don de sang est célébrée ce mercredi 14 juin. Elle a donc pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Cette campagne souligne le rôle que chacun peut jouer pour aider les autres dans les situations d'urgence en donnant son sang. Cette journée qui coïncide aussi avec le mois de Ramadan n'est pas un frein à ce geste qui sauve des vies, car donner du sang ne rompt pas le jeûne. C'est ce que nous dit l'imam Adam Aïdara. Il est au micro de Moussa Papa Aïdara. En ce qui concerne le sang, quelqu'un qui n'a pas de problème sanitaire, en tant que jeûneur, donner du sang à quelqu'un qui en a besoin, ce n'est pas du problème. C'est recommandé, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Mais quelqu'un qui est blessé, il a perdu du sang, bon, ça c'est le bon Dieu qui fait ça. Mais non, ça ne peut pas rompre le jeûne. Il y a beaucoup de choses qui rompent le jeûne. Premièrement, on est interdit de manger, quoi que ce soit. On est interdit de boire de l'eau ou quel que soit. Fumer des cigarettes, ça aussi, ça rompt le jeûne. Quelqu'un qui fait ça, il perd son jeûne. Donc, il faut faire tout pour t'éloigner de toutes ces choses-là. Bon, quand on jeûne aussi, il faut essayer de garder tes regards, ce que tu dis, où tu vas, et tout ce que tu fais, il faut contrôler, parce que c'est un mois sacré qui vient une seule fois par an. Et tu ne sais pas, est-ce que tu vivras pour l'année prochaine, pour voir le mois de Ramadan prochain. Donc si tu fais le jeûne comme on l'a dit, ça peut t'effacer tous ces péchés avant le mois de Ramadan. Le jeûneur peut donner le sang s'il n'a pas de problème, s'il n'est pas aussi, lui aussi il n'est pas malade.
Voilà, c'était donc là l'imam Adam Aïdara. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Maria Mokuyate, la partie technique Fatou Fallo. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.